Bien, mes chers collègues, je vous propose que nous commencions sans plus tarder notre table ronde sur l'avenir de la radio. Je regardais dans les archives de la commission, la dernière table ronde sur la radio que nous avons organisée, c'était en 2010. Donc il nous semblait tout à fait opportun, après avoir une séquence importante de travail sur l'avenir de l'audiovisuel en général et l'audiovisuel public, en particulier à la faveur de la nomination du président de France Télévisions, d'avoir une séquence importante dédiée à la radio, parce que l'audiovisuel, bien entendu, ce n'est pas que la télévision. D'autre part, la radio reste un média extrêmement prisé de nos concitoyens. Je crois que c'est toujours 8 Français sur 10 qui écoutent la radio d'une manière ou d'une autre. Cette table ronde, je tenais à le dire d'emblée, nous avons souhaité aussi qu'elle soit représentative de la diversité du paysage radiophonique, qu'elle puisse à la fois être représentative du secteur public, du secteur privé, mais aussi du secteur associatif, de manière à ce que nous puissions d'abord partager ensemble une analyse de l'évolution du paysage audiovisuel, une analyse aussi des évolutions souhaitables, et puis que nous puissions faire le point sur un certain nombre de dossiers qui sont l'objet de toute l'attention aussi du Conseil supérieur de l'audiovisuel. À cet égard, je salue Patrice Gélinet, qui est le spécialiste radio de l'audiovisuel et qui a publié un récent rapport. Donc nous serons attentifs aux remarques qu'il pourra nous faire, notamment sur la question de la radio numérique terrestre. Nous serons aussi attentifs à votre réflexion sur les remarques que vous pourrez nous faire concernant les relations des acteurs de l'audiovisuel avec le CSA, compte tenu de l'évolution de ses missions en application de la loi du 15 novembre 2015, les questions de gouvernance, les questions aussi d'expertise économique, tout cela, ça relève du CSA, et il y a sans doute des sujets également à débattre. Voilà, sans plus attendre, je voulais donc accueillir alors Patrice Gélinet, je l'ai déjà dit, Mathieu Gallet, président de Radio France, Michel Cacouo, qui est président du bureau de la radio, qui est accompagné de monsieur Christopher Baldelli, président du directoire de RTL, ainsi que monsieur Denis Oliven, président directeur général de Lagardère Active. Nous accueillons également Jean-Paul Baudecroux, président du directoire de Énergie Group. Il n'est pas là, mais on n'a pas, pardonnez-moi, corrigé, pardonnez-moi, mon intervention. Est présent monsieur Christophe Carmillet, si je ne me trompe pas. Carmillet, directeur du pôle expert, ainsi que monsieur Guillaume Dubois, vice-président de BFM Business. Monsieur Philippe Gau, président du syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes, autrement plus connu sous le sigle CIRTI, accompagné de Mathieu Quetel, ainsi que de Tarek Mami, respectivement vice-président et secrétaire national. Enfin, M. Emmanuel Boutrin, président du syndicat national des radios libres, accompagné de M. Pierre Montel, M. Pierre Bélanger, président de Skyrock, et M. Jérôme Second, directeur général. Est-ce qu'il est là ? Voilà, donc soyez bien sûr les bienvenus. Notre rapporteur Jean-Pierre Leleu, qui est assis à mes côtés, vous posera également un certain nombre de questions, ainsi que l'ensemble des sénateurs qui sont très intéressés par ces sujets. Donc sans plus attendre, je vous laisse la parole. Ce que je propose, c'est que comme vous êtes nombreux, ce soit une première intervention relativement courte, de manière à presque nous rentrions immédiatement dans un débat plus interactif, que vous puissiez répondre aussi aux questions des sénateurs qui vont être très nombreuses. Voilà. Alors je vous propose peut-être de commencer par monsieur le représentant du CSA, Patrice Gélinet. Lequel ? Ah, c'est celui-là, c'est bon. Oui, merci Madame la Sénatrice, merci aussi à la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication d'organiser ce débat, cette table ronde. Depuis mon arrivée au Conseil supérieur de l'audiovisuel et quand j'ai pris la responsabilité, quand on m'a proposé la responsabilité du groupe de travail radio,
qui est un groupe très, très actif puisqu'il s'occupe de 900 radios qui existent en France, qu'elles soient publiques ou privées, eh bien, j'ai assisté déjà à un grand nombre de colloques, de tables rondes, de dîners ou de déjeuners débats, également aux assises que nous avions organisées sur la radio. Et ça a été chaque fois l'occasion de me faire une idée plus précise que celle que j'avais à mon arrivée sur l'avenir justement de la radio dans le contexte, dans le développement du numérique. La première fois, je me souviens, c'était le 15 février 2011, c'était à l'Assemblée nationale. Je me souviens très bien que c'était un dîner-débat sur la RNT. Je venais à peine d'arriver au CSA, moins d'un mois avant, j'avais été nommé moins d'un mois avant, et je vous avouerai que d'abord, j'avais aucune espèce d'idée préconçue sur le sujet de la RNT, et pour être franc avec vous, je n'avais pas non plus beaucoup d'idées du tout sur ce qu'était la RNT. Donc j'ai laissé à cette occasion-là s'exprimer le vice-président du groupe de travail radio qui était Rachid Arabe et qui s'occupait de la RNT déjà depuis 4 ans. Depuis, j'ai pu mesurer donc l'importance de l'enjeu que représentait la RNT, constater les raisons pour lesquelles certains y étaient favorables et d'autres non, observer également de quelle manière elle se développait à l'étranger. J'en suis arrivé à la conclusion que son développement était possible, mais même nécessaire pour que la radio ne soit pas le seul média à ne pas connaître la révolution numérique et la France, le seul pays d'Europe avec le Portugal, à ne pas s'être engagé dans cette aventure de la radio numérique terrestre. Et j'ai fini par en convaincre aussi les conseils, puisque entre-temps, sa composition a été changée à 2 reprises, et ça fait le conseil qui a accepté, donc le collège qui a accepté ce rapport qui était destiné au Parlement et au gouvernement, ce rapport sur l'avenir de la radio et la place de la RNT, justement, parmi les autres modes de communication. Et puis surtout sa conclusion qui prévoit, vous le savez, dès 2015, le lancement de nouveaux appels après ceux qui ont été lancés et qui ont démarré à Marseille, Paris et Nice, le lancement donc de nouveaux appels en RNT. Nous l'avons rédigé après nous être concertés, comme nous le faisons toujours, avec les acteurs et en tenant compte de leurs remarques et même des objections de ceux qui, depuis 2008, n'ont pas voulu répondre aux appels lancés. Alors, quels sont les arguments des gens, je dirais, sceptiques sur l'avenir de la RNT? Elle est trop chère, disent-ils, et dans la mesure où il n'est pas prévu d'extinction de la FM, en tout cas à court ou moyen terme, et comme ça a été le cas par exemple en télévision avec la TNT, eh bien ils craignent, disons, ils ne souhaitent pas une double diffusion à la fois en FM et en RNT. J'ajouterais, je leur ai dit souvent, que la double diffusion, ils la pratiquaient déjà, puisque beaucoup d'entre eux diffusaient leurs programmes en grandes ondes. Autre argument de leur part, la RNT échoue partout où elle est lancée, et puis surtout, je me souviens de ma rencontre, je ne sais pas, Alain Veil n'est pas là, mais avec lui, je me souviens, la première fois que j'ai parlé de RNT, il m'a montré un smartphone et il m'a dit, mais de toute façon, il y a la diffusion sur Internet. Alors, voilà, si vous voulez, tous les arguments qui étaient opposés au déploiement de la RNT. Alors, nous en avons tenu compte et disons que là-dessus, on a quelques réponses à apporter qui sont apportées dans ce rapport. D'abord, Internet. Il n'est pas question pour nous de nier l'existence d'Internet ni le succès que peut avoir l'écoute de la radio sur Internet, notamment auprès des jeunes. Mais à nos yeux, Internet, le choix n'est pas entre Internet et la RNT. Internet n'est qu'un moyen parmi d'autres d'écouter la radio, et c'est à l'auditeur de faire le choix du mode d'écoute de la radio. S'il n'écoute pas actuellement la radio sur la RNT, ce n'est pas parce qu'il préfère la FM, parce qu'il préfère l'écouter sur son smartphone, sur sa tablette, sur son ordinateur. C'est tout simplement que la RNT n'existe actuellement qu'à Paris, Marseille et Nice, et qu'actuellement, il y a un trop petit nombre de récepteurs disponibles. Et c'est aussi tout simplement parce que, dans bien des cas, un sondage a été effectué à ce sujet, il ignore jusqu'à l'existence même de la RNT. Alors, le déploiement de la RNT lui permettra, bien entendu, dans
constater les avantages qu'elle peut avoir évidemment par rapport aux grandes ondes en matière de qualité sonore, les données associées, le fait qu'il y a des données associées, et aussi deux avantages dont ne dispose pas Internet, c'est la gratuité et c'est l'anonymat. Alors voilà l'intérêt pour les auditeurs. Maintenant, quel est l'intérêt pour les radios, et notamment pour les grands groupes qui s'y opposent. Alors, y compris d'ailleurs celle des grands groupes et aussi bien publics que privés, comment dirais-je, elle est pour eux le moyen de pouvoir être écoutés là où elles ne le sont pas entendues, où les radios de ces grands groupes ne sont pas entendues, comme elles ne peuvent plus l'être quand elles ne peuvent plus l'être en FM. Je prends le cas qui est emblématique à mes yeux de la ville de Strasbourg, où le Conseil a prévu le lancement d'un appel après consultation publique, après étude d'impact si elle est nécessaire. Je constate qu'un certain nombre de radios de ces grands groupes qui jusque-là sont très hésitants pour ce qui concerne la RNT n'y sont pas. Qu'il s'agisse de RMC, de Chéri FM, de Rire et Chanson, de FIP, du MOVE pour le service public, de Fun Radio ou de RTL2. Alors pourquoi ne pas y aller? La réponse qu'on pourrait attendre, c'est parce que c'est trop cher. Or, ce n'est pas le cas. Le coût de la diffusion en RNT est très inférieur non seulement aux grandes ondes, n'en parlons pas quand on connaît en plus la qualité du son qui est émis en grandes ondes, mais également à la FM. Les expériences à Marseille, Paris et Nice nous indiquent qu'il s'agit en fait d'un coût de 10 000 € par an, par zone et par radio, il n'y a pas de double diffusion puisque ce serait le cas si nous avions lancé ce qui n'est pas prévu dans l'immédiat des appels nationaux, mais là il s'agit d'appels locaux lancés de manière cadencée, de manière à préserver les capacités d'investissement des radios. Alors reste le problème de l'absence ou de l'insuffisance du nombre des récepteurs. Il dépend, vous le savez, de la loi qui a prévu qu'au-delà d'une couverture de 20% du territoire national, de la population plutôt, eh bien, les industriels sont contraints d'intégrer la RNT dans les récepteurs. Alors enfin, autre argument et dernier argument qu'on m'oppose souvent, qui consiste à dire, eh bien, vous savez, de toute façon, regardez, ça ne marche pas ailleurs. C'est assez singulier quand on sait que partout ailleurs, et nous sommes également penchés sur ce sujet, partout ailleurs, la RNT progresse. Lentement, c'est possible, mais elle progresse. Je n'en veux pour preuve que ce qui s'est passé tout récemment en Norvège, la Norvège qui est déjà depuis 20 ans, donc ce n'est pas le cas de la France dans l'immédiat, mais la Norvège, vous le savez, a décidé de basculer de l'analogique à la RNT en 2017. Alors voilà toutes les raisons qui font que le CSA, le Conseil, est déterminé à poursuivre donc le déploiement de la RNT, non pas seulement parce que la loi l'exige depuis une dizaine d'années, mais non pas seulement non plus pour satisfaire les partisans de la RNT qui souhaitent se développer en RNT, non pas seulement pour contrarier les adversaires de la RNT, en tout cas des adversaires pour l'instant de la RNT, qui de toute façon ne sont en aucune manière obligés de répondre aux appels que nous allons lancer, mais surtout au profit de ceux pour lesquels les radios travaillent et le CSA, évidemment, lui aussi, tout simplement au profit des auditeurs. Je vous remercie. Merci, Monsieur Gélinet, de cette présentation extrêmement précise. Je passe la parole maintenant au bureau de la radio, son président Michel Cagou, qui va peut-être s'exprimer pour les 3 personnes qui représentent le bureau. Puis après, nous procéderons bien sûr par groupe. Un des mandants s'exprimera par un court exposé, puis après nous aurons l'occasion de débattre. D'abord, Madame la Présidente, merci d'avoir organisé ce débat. Mesdames les sénatrices et messieurs les sénateurs et chers confrères, il est bien que l'on puisse parler, bien évidemment, du sujet de l'avenir de la radio. Bien évidemment, nous avons des divergences, mais déjà Patrice a commencé à répondre à une partie de nos objections. Mais je voudrais insister sur un point que vous avez évoqué, Madame la Présidente, qui est l'aspect
économique et l'expertise économique. Et l'ensemble des sujets que nous allons évoquer aujourd'hui doivent être traités sous l'éclairage économique. Ça nous apparaît important. D'ailleurs, le président du CSA, Olivier Schrammeck, lors de son intronisation, a bien insisté sur le fait qu'il souhaitait intégrer la notion économique à travers les études d'impact, c'est-à-dire que lorsqu'on prend une décision ou lorsque l'on prend une loi, et là je m'adresse aux élus en amont, qu'il y ait une concertation la plus large possible pour bien intégrer les problèmes économiques des décisions que l'on peut prendre. Même si, bien évidemment, et je voudrais avant tout non pas arriver, vous êtes confronté à tout le monde vient pleurer auprès de vous pour dire voilà, il faut nous aider, ça ne va pas, etc. Ce n'est pas ce que l'on vient faire. Ce que l'on vient faire, c'est vous exposer notre position, la raison pour laquelle nous ne sommes pas sur la RNT, les raisons économiques globales actuelles des médias. Et je voudrais donner un éclairage important. Les médias à l'heure actuelle, dans leur ensemble, les médias de masse, que ce soit la télévision, la presse ou l'affichage, sont confrontés à une mutation technologique et économique importante. Économique, il faut que vous sachiez que le chiffre d'affaires que nous faisons passe par des agences conseils médias. Et à l'heure actuelle, le digital, la communication digitale, est en train de faire une offensive très importante sur la communication et faire presque une OPA. C'est-à-dire que, et j'évoquerai rapidement, ce n'est pas les sujets qu'on va évoquer le plus, mais la loi Sapin, vous savez qu'il y a une loi Sapin que vous connaissez bien, puisqu'elle a touché les mairies, etc. Et sur les médias, il y a la transparence totale. Et lorsque vous achetez une campagne de publicité en télévision, en radio ou en presse, vous facturez directement l'annonceur et il n'y a pas de marge pour l'intermédiaire qui est payé par l'annonceur. En ce qui concerne le digital, et Axel Lemaire vient de faire une préconisation qui nous perturbe, et qui perturbe l'ensemble des médias, qui donnera une exception au digital. Comprenez-vous bien, je vais vulgariser peut-être à l'extrême. Les agences conseils médias préconisent des véhicules de communication. Et, bien évidemment, sur les médias, ils ne prennent pas de marge. Ils achètent, ils vendent et on facture directement l'annonceur. Sur le digital, c'est totalement différent. Sur le digital, ils peuvent très bien vendre un produit 1 euro et garder 50% d'euros de marge, voire 100%. Ils peuvent vendre le double. Donc c'est un problème majeur auquel je pense sur lequel vous serez, je pense, sollicité. Axel Lemaire a commencé à travailler. C'est un problème difficile, mais c'est une notion importante de l'évolution économique des médias. Ça montre les contraintes que nous avons. Sur les deux sujets que nous voulions traiter, la RNT, d'abord vous donner un historique, c'est qu'au départ, nous étions favorables à la radio numérique terrestre et on n'a pas à le cacher. Et qu'effectivement, l'environnement technologique, dans un premier temps, mais certains d'entre nous vous en parlera beaucoup mieux, nous ont fait changer d'avis. Pourquoi ? Nous assistons à l'heure actuelle à une convergence de l'ensemble des médias sur ce qu'on appelle l'IP, sur l'Internet et sur les devices, sur les smartphones. Que ce soit la presse, que l'on peut lire maintenant sur les tablettes, que ce soit la télévision, qu'on peut regarder sur les ordinateurs, et bien évidemment la radio, puisque déjà en IP, il faut que vous sachiez que la radio est écoutée par 38% des 13-19 ans, ce qui est considérable, déjà maintenant sans avoir rien fait, et par 27% des moins de 24 ans. Donc déjà, il y a une mutation qui est engagée. Nous ne pouvons pas être en dehors de cette mutation et nous souhaitons investir fortement sur cette technologie. C'est la raison pour laquelle nous avons considéré, et les arguments seront développés par mes amis par la suite, nous avons considéré qu'à travers les coûts d'une double illumination incontournable à chaque fois, et je voudrais donner l'exemple parce que Patrice nous a donné l'exemple de la Norvège, qui est un petit pays intéressant, mais je crois que le pays de référence, soyons sérieux, et là on va tous le reconnaître, et on peut voir le verre moitié vide et moitié plein, le pays de référence, c'est l'Angleterre. Et l'Angleterre, qui a lancé la RNT depuis 20 ans. 20 ans. Vous avez 48% maintenant des auditeurs qui sont en RNT. Ils avaient prévu d'arrêter la FM. Et bien au contraire, ils continuent la FM. 54% des radios
continue à émettre en FM, et ça fait 23,7% de part d'audience radio. Donc on voit bien que sur un pays qui a déjà 20 ans, on voit bien qu'il y a un questionnement. Tout le monde peut avoir son avis, et le CSA est dans son rôle d'appliquer la loi, puisque c'est dans la loi. Je ne conteste pas. Mais on voit bien, à l'heure actuelle, qu'il y a une grande interrogation sur la RNT. C'est la raison pour laquelle nous ne participons, et nous ne participerons pas à la RNT, parce que nous considérons que ça va à l'encontre des intérêts économiques du média radio dans son ensemble, et notamment de nos radios. Il faut que vous sachiez que le marché de la radio est un petit marché, c'est-à-dire que ça va vous paraître important, mais par rapport à la télévision, nous sommes aux alentours de 700 millions d'euros, donc ce n'est pas un marché énorme. Donc c'est la raison pour laquelle, mais je laisserai mes amis développer les autres arguments sur ce point. Il y a un deuxième sujet dont nous souhaitons parler, bien évidemment. Alors on est en divergence sur le sujet de la RNT avec nos amis du CIRTI. Je voulais vous dire d'abord que le marché de la radio en France est un marché formidable, exceptionnel. Tout à l'heure, Patrice nous disait 900 radios, c'est le plus grand nombre de radios par habitant. C'est exceptionnel, la France, avec des formats uniques à la France, les généralistes, les musicales, les thématiques, les locales, les associatives, un service public fort. C'est un marché exceptionnel. Et ça, c'est important de le savoir. Mais l'autre sujet dont on veut parler, c'est la publicité sur Radio France. Bon, il y a eu la crise de Radio France, sans doute excessive à travers les communications. Mathieu, je viens un petit peu en soutien, sans doute excessive sur tout ce qui a été communiqué. Mais moi, je voudrais parler du fond, et parler du fond. À l'heure actuelle, nous, les radios, à l'inverse de la presse, nous ne vivons que des recettes publicitaires. C'est logique, c'est notre marché, nous l'acceptons, nous ne revendiquons aucune subvention, ça n'est pas notre stratégie. Mais nous sommes soucieux que notre marché reste, disons, à services privés, recettes publicitaires, et services publics, et subventions. Donc voilà, c'est un sujet qui est important pour nous. À l'heure actuelle, ça ne dépend pas bien évidemment des élus, puisqu'il risque d'avoir une évolution, comme l'a demandé Mathieu, du cahier des charges de Radio France. Nous estimons qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas nous qui l'avons dit, Beffara l'a évoqué, on estime qu'il y a à peu près 20 millions, ça c'est pas nous qui l'avons dit, de recettes qui sont faites en dehors du respect du cahier des charges. Bon, et nous souhaitons que la publicité sur Radio France, qui bénéficie à l'heure actuelle d'un ensemble de recettes de 640 millions, 600 millions et quelques de subventions et 40 millions de recettes publicitaires, en reste là. Et donc, en ce qui nous concerne, l'ensemble des recettes des radios privées nationales sont en dessous de 600 millions. Donc c'est pour vous donner quand même la nature de l'enjeu. Mais on n'est pas là pour pleurer, on est là pour débattre, pour parler de tout ça. Bien évidemment, il y a des avis différents. Et voilà, je souhaitais terminer là en vous remerciant, Madame la Présidente, d'avoir convoqué cette table ronde. Merci, Monsieur Kakou. Est-ce que Monsieur Baldelli puis Monsieur Oliven souhaitent s'exprimer? Je vais commencer par... Pardon, je vais peut-être être un peu répétitif. Bonjour Madame la Présidente, bonjour Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices. Merci de nous avoir invités. Je vais peut-être être un peu répétitif par rapport à ce que vient de dire Michel, mais c'est pour sans doute enfoncer le clou. Je crois que le principal message que j'aurais envie de vous passer au moment où vous penchez sur l'avenir de la radio à l'heure du numérique, c'est surtout ne faisons rien. Surtout ne faisons rien. Il y a une maxime américaine, des paysans américains, qui dit « If it's unbroken, don't fix it ». Pardon de parler la langue de Shakespeare, enfin du Texas. Si ça n'est pas cassé, surtout ne le répare pas. Le secteur de la radio est un secteur en équilibre. De tous les médias, c'est celui qui a le mieux résisté à l'incroyable révolution qu'a opéré le numérique et qui a impacté si fortement et la télévision et la presse écrite. Quand vous regardez l'audience de la radio depuis 10 ans, elle est stable ou légèrement en progrès. Donc c'est un secteur qui est équilibré. C'est un secteur qui en France est pluraliste par la diversité de ses offres. Pas une seule radio, je parle des grandes généralistes, n'occupe une position dominante. Pas une n'a plus de 12 ou 13% de l'audience. Et vous trouvez toute la diversité des offres de radio. Et par ailleurs, vous avez dans chacune des régions de France
une très grande pluralité. Et par ailleurs, ce secteur s'est engagé très fortement dans la révolution numérique, avec pas mal d'investissements et beaucoup de succès, comme en témoigne le développement de l'écoute de la radio sur le numérique, ou comme en témoigne le développement de toute une série d'innovations, les podcasts, le live tweet, la radio vidéo. Donc c'est un secteur qui a investi dans le numérique et qui rencontre des succès dans le numérique. Et ne bousculons pas cet équilibre. Vous avez tant de choses à faire. Vous avez tant de groupes d'intérêt qui viennent vous voir comme des solliciteurs, comme on disait autrefois, et qui souhaitent qu'on ajoute encore des lois ou des règlements aux 400 000 normes qui existent déjà, si j'en crois un excellent rapport récent de votre Haute Assemblée. Donc là, il y a un secteur, en tout cas moi, nous, qui vous disons surtout, n'ajoutez aucune norme, n'ajoutez aucun règlement, ne touchez à rien, non pas laissez faire. Je ne vous appelle pas un laissez-faire libéral, mais laissez-nous faire, laissez-nous faire citoyens, parce que ça marche. Et je vais prendre, si vous le voulez, 2 exemples de ce sur quoi il ne faudrait pas qu'on touche des équilibres et qu'on les bouleverse. Le premier, Michel l'a évoqué, et je le dis avec amitié pour Mathieu Gallet, surtout ne modifions pas les équilibres des recettes au sein du système de la radio. Radio France, 700 millions d'euros de revenus pour 25% de l'audience. Les radios privées, un peu plus de 500 millions d'euros de revenus pour 75% de l'audience. Je ne conteste pas cette allocation des ressources. C'est un choix de la nation, je ne le conteste en rien. L'évolution sur les 10 dernières années, les ressources de Radio France, si j'en crois le rapport de la Cour des comptes, plus 20% au cours des 10 dernières années. Les ressources du secteur privé, de la publicité sur les 10 dernières années, moins 17%. Nous avons assumé ces moins 17% et Radio France a bénéficié d'une croissance des revenus. Je ne la conteste pas non plus. Je ne conteste rien de cet équilibre. Je dis simplement, ne le touchons pas. Si demain on ouvre à la publicité, si peu que ce soit Radio France, on va aggraver la situation de revenus tendus des radios privées qui vivent avec sans rien réclamer à personne. La tendance actuelle est de l'ordre de moins 3, moins 4% de revenus publicitaires sur l'année. N'ajoutons pas à ça moins 1, moins 2 ou moins 3% supplémentaires de transfert de recettes du privé vers le public. J'ai rappelé les chiffres, le public ne manque pas de recettes, qui aurait un effet d'éviction sur le privé. Donc il y a un équilibre, ne le touchons pas. Je ne le conteste pas une fois encore. Je ne dis pas qu'il faut moins d'argent pour le service public. Je dis ne fabriquons pas un effet d'éviction au détriment du privé pour le public dans un système qui est déjà très favorable au public. C'est ma première observation, premier exemple de ne touchons pas quelque chose qui marche. Deuxième exemple, la RNT. J'ai entendu les arguments de Patrice Géniel pour lesquels j'ai admiration en tant qu'auditeur et respect en tant que je suis sujet à son autorité pour le CSA. Mais je crois qu'il se trompe complètement sur la RNT. Il se trompe complètement sur la RNT. Je veux dire, si un jour, il y a un ouvrage des éditions Gallimard, il y a une dizaine d'années, que j'avais beaucoup apprécié, que Patrice connaît sans doute, qui s'appelle « Sociologie des décisions absurdes », dans lequel on analysait comment, par exemple, un avion tombe parce qu'il n'a pas d'essence, mais qu'on ne lui a pas dit d'atterrir. Eh bien, si un jour on fait l'analyse de la RNT et que nous nous sommes lancés dans la RNT, on pourra créer un nouveau chapitre de la sociologie des décisions absurdes. Le numérique, il est là. Le numérique, il est partout. Le numérique, nous sommes dedans. Nous y sommes à travers le numérique qui ne coûte rien à personne, qui est le numérique de tout le monde. Pourquoi diable se lancer dans un projet dont on voit par tous les exemples étrangers qu'il est coûteux et inefficace ? Un dispositif numérique qui, au bout de 20 ans, dans le meilleur des cas, est à 48% ou à 50% d'accès, comme en Angleterre, quand on voit la vitesse de propagation du numérique qui marche, rappelez-vous en combien d'années le mobile a explosé. Un produit numérique qui marche, il ne fait pas 48% en 20 ans, il fait 48% en 2 ou 3 ans, et il fait 70% en 4 ou 5 ans. Donc un produit numérique qui, au bout de 20 ans, a si peu de pénétration, est un produit qui est un produit poussé par les pouvoirs publics et pas tiré par la consommation. Donc, pour moi, de se lancer aujourd'hui, je suis un ardent partisan du numérique et je suis profondément investi dans le numérique. Mais nous lancer aujourd'hui dans la RNT, et je le détaillerai si vous le voulez dans la discussion, pour la radio, pour faire fabriquer le numérique de la radio, c'est comme si on se lançait dans le bebop à l'heure du téléphone mobile ou dans Internet, dans le Minitel à l'heure d'Internet. C'est une bataille en retard. On est en retard d'une bataille. Le numérique est là, il se développe. Alors,
Si on s'intéresse à ça, essayons de favoriser les investissements des radios qui ont peu de moyens dans le numérique. Je ne pense pas à nous, je pense aux petites radios, aux radios associatives, aux radios locales. Voyons comment on peut les aider à investir dans le numérique tel qu'il se présente aujourd'hui, le numérique à haut débit. Mais de grâce, n'ajoutons pas des investissements inutiles. J'ai l'impression que les ressources publiques sont restreintes. Nous avons un plan national de développement du numérique à haut débit des infrastructures. C'est dans ces infrastructures que le numérique va passer, et il va passer par l'IP. Et donc, nous commettrions une erreur d'analyse et d'investissement en développant une technologie qui est dépassée, alors que les consommateurs sont ailleurs. Les révolutions technologiques qui fonctionnent sont celles qui sont demandées par les consommateurs, pas celles qui sont poussées par les pouvoirs publics, en tout cas en matière de numérique. Voilà, je rapidement énoncé, évidemment, d'une manière, je vous prie de m'en excuser un peu, comment dire, avec des arguments d'autorité, mais je suis prêt à revenir sur chacun de ces points et à les explorer ou à les illustrer si vous le souhaitez. Je reviens à ma formule initiale. C'est un secteur qui fonctionne, c'est un secteur pluraliste, c'est un secteur équilibré, assez exemplaire, y compris en Europe. Laissons-le travailler. Je vous remercie. Merci, Monsieur Oliven. Monsieur Badavi. Merci, Madame la Présidente. Merci à votre commission et à la Haute Assemblée de s'intéresser à l'avenir de la radio. Vous l'avez dit, c'est hélas trop souvent le cas, trop peu souvent le cas, mais en revanche, les Français aiment beaucoup la radio, on y reviendra, et vous le savez. Et quand je vois qu'on parle de l'avenir de la radio, Denis Oliven l'a dit, il y a beaucoup de sujets sur l'avenir de la radio, donc je vais essayer d'être aussi bref que possible et d'éviter les redites. Mais l'avenir de la radio, soyons clairs, ne se résume pas à la question de la RNT. J'allais dire, hélas, ou tant mieux pour elle. D'ailleurs, il y a 5 ans, quand vous aviez mené un débat sur l'avenir de la radio, je pense que vous aviez déjà beaucoup parlé de RNT. 5 ans après, la RNT est toujours balbutiante, et Dieu merci, la radio va très bien en France. Alors, il y a un paradoxe de la radio. Le paradoxe de la radio en France, c'est que, en ce qui concerne l'usage, en ce qui concerne l'intérêt des Français, il est extrêmement fort, et dans ce monde numérique qui va très vite, il demeure très fort. Pour vous donner un exemple très simple, sans abuser des chiffres, en novembre-décembre dernier, jamais autant de nos concitoyens n'ont écouté chaque jour la radio. Donc la radio n'est pas un média comme peut l'être la presse écrite, qui est un média qui est en train de voir diminuer son empreinte. Au contraire, c'est un média qui va bien par l'usage et par l'audience qu'il fait. Mais là où je parlais d'un paradoxe, c'est qu'en revanche, l'équilibre économique du secteur de la radio est aujourd'hui très fragile. Il est aujourd'hui, en vérité, il est menacé. Pour vous donner un exemple très simple, les radios généralistes ont une contribution, notamment toutes les radios, mais particulièrement les radios généralistes, ont une contribution, je pense, aujourd'hui essentielle au pluralisme des idées, au pluralisme des opinions politiques, à l'information générale. La presse écrite est extrêmement subventionnée pour mener cette action, alors même que son audience, on peut le regretter comme tout démocrate, mais ne cesse de baisser. Celle de la radio, au contraire, progresse, et la contribution de la radio à ceci est essentielle. Et dans le même temps, la radio voit, Denis Oliven le rappelait, ses ressources publicitaires depuis 10 ans, je parle des radios privées, baisser de 17%. Donc là où la presse a un sujet économique, la radio a aussi un sujet économique. Dieu merci aujourd'hui, pas de la même ampleur, mais qui n'est quand même pas négligeable. Un secteur qui voit ses recettes baisser de 17% en 10 ans, c'est considérable. Donc par rapport à cela, ce dont nous avons besoin très simplement, c'est d'un cadre, je dirais, stable, ou en tout cas évoluant intelligemment, et d'un cadre adapté. En d'autres termes, nous estimons que les radios privées n'ont pas les moyens d'investir dans une technologie que nous considérons comme obsolète aujourd'hui, qui est la RNT. Je dirige le premier groupe radio privé de France, le groupe RTL. Je suis un dirigeant d'entreprise, je pense, responsable, et croyez-moi bien que si cet investissement avait un sens pour nous, si nous estimions que c'était notre avenir, mais nous n'hésiterions pas 2 fois, pas une fois à le faire, comme nous faisons tous les jours plein d'investissements sur plein de sujets, notamment dans le numérique, sous toutes ses formes. Mais en revanche, nous estimons que nous n'avons pas les moyens d'investir dans une technologie obsolète qui sera à l'arrivée une impasse. Nous n'avons pas davantage les moyens de voir le cadre publicitaire de la radio privée en France être remis en question. On est quand même dans un paradoxe. Au moment où le gouvernement
où l'actionnaire du service public audiovisuel a décidé et réitéré dans le cadre du rapport Schwartz sa volonté de ne pas bouger la règle de la suppression de la pub après 20 heures, de voir dans le même temps sur Radio France le gouvernement envisager une ouverture de la publicité au-delà du cadre actuel en l'ouvrant à des annonceurs qui aujourd'hui n'ont pas l'autorisation d'annoncer sur Radio France. Nous n'avons pas davantage les moyens de changer tous les 2 ans les règles des quotas musicaux qui s'appliquent à tous les radios parce qu'aujourd'hui, ces radios ont des difficultés et si l'industrie du disque a des difficultés, je crois que son chiffre d'affaires, dans un rapport qu'ils ont sorti, a baissé de 5% au cours de l'année passée, le chiffre d'affaires de l'ensemble des radios privées a, lui, baissé de près de 2%. On ne peut pas toujours trouver la solution à ses propres problèmes en demandant à d'autres de faire des efforts. C'est le cas aussi bien pour Radio France que pour l'industrie du disque. Là où nous tous, radios privées, passons notre temps, évidemment, dans nos entreprises, à faire les efforts pour nous adapter à cette situation économique. Donc, en d'autres termes, et pour conclure, on en arrive parfois à se demander si, pour être entendu, est-ce qu'il ne faut pas être un peu irresponsable ou faire comme certains et passer son temps à revendiquer et à demander des choses. Pour être entendu, devrions-nous demander 3 choses ? La suppression de la pub sur le service public, comme cela peut audiovisuel, et notamment de radio, comme cela peut exister dans d'autres pays, puisqu'on nous cite en permanence d'autres pays européens comme des modèles, notamment sur la RNT. Je rappelle quel est le système britannique que nous connaissons tous, où il n'y a pas de publicité sur les radios et sur les télévisions publiques. Faudrait-il de la même façon demander pour les radios généralistes et pour leurs contributions essentielles, et je sais que tous les élus de la Haute Assemblée le savent pertinemment, que ce soit en situation locale ou en situation nationale, faudrait-il pour ces radios qui ont une contribution essentielle au pluralisme, à la diffusion de l'information, faudrait-il demander des subventions, comme la presse le fait ? Faudrait-il enfin demander une baisse des quotas musicaux pour tenir compte aujourd'hui d'une baisse régulière de la production musicale francophone au cours des dernières années ? On a parfois le sentiment qu'il faut crier très fort et demander des choses qui n'ont pas nécessairement beaucoup de sens pour être entendues. Nous, comme l'a dit Denis Oliven, nous demandons des choses beaucoup plus simples. Nous disons qu'il y a un cadre aujourd'hui qui est un cadre fragile, qui est un cadre économique difficile pour les radios privées, et nous demandons au pouvoir public, sous toutes les formes, et bien évidemment d'abord à la Haute Assemblée et au gouvernement, de veiller à ce que nous puissions, nous, radios privées en général, radios généralistes en particulier, continuer à exercer ce que nous faisons, je crois, pas si mal, mais à condition que sur les sujets dont nous vous avons parlé, publicité sur Radio France, RNT, quotas musicaux, qu'on ne passe pas, que les pouvoirs publics ne passent pas leur temps à changer un cadre, faute de quoi ce seront les emplois des radios privées et leur contribution générale à la société française qui seront remises en cause. Merci. Merci, Monsieur Baldelli. Donc, émanant du bureau de la radio, je crois que vous êtes 3, vous êtes exprimés. Je sais que Guillaume Dubois, représentant BFM Business, et Christophe Cornillet, représentant le groupe Énergie Group, auront peut-être des choses à dire, mais je propose que je leur donne la parole tout à l'heure, quand il va y avoir à approfondir le sujet. Et je me tourne immédiatement vers les représentants du CIRTI, Philippe Gau, président du syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes. Je vous donne la parole. Merci Madame la Présidente. Bonjour à toutes et à tous, et merci donc de consacrer un peu de temps à ce média si important et si apprécié du public et des auditeurs qui est la radio aujourd'hui. Quelques mots sur le secteur que le CIRTI représente, parce que j'ai entendu parler de petites radios. Alors je sais bien que c'est un vocable simplificateur et facile de se dire il y a des grandes radios et des petites radios. Alors certes, effectivement, la taille de nos entreprises et des groupes dont certains structurent aussi notre secteur indépendant n'a rien à voir avec la taille de Radio France, ni avec la taille d'autres groupes qui se sont exprimés. Néanmoins, en termes d'emploi, d'audience, de contenu, le secteur des radios indépendantes
qui trouve son origine dans l'explosion des radios libres, l'explosion de la FM des années 80, à partir de 1981. Ce secteur compte, au même titre d'ailleurs que ceux qui s'exprimeront tout à l'heure, des radios associatives. S'agissant de notre secteur, donc c'est près de 200 PME et TPE indépendantes qui sont sur l'ensemble du territoire, présentes dans toutes les régions. Je sais que ici au Sénat, quand on emploie le mot territoire, ça évoque nécessairement un certain nombre de choses. Ces PME et ces TPE s'expriment dans de nombreux domaines en termes de contenu éditorial. Alors il y a beaucoup de radios locales et régionales indépendantes. Il y a aussi des radios thématiques, des radios musicales, des radios généralistes, qu'elles soient d'ailleurs dans la catégorie CSA, des radios thématiques catégorie D, comme celle représentée ici par Tarek Mami, France Maghreb, mais aussi en catégorie E, avec Sud Radio. Nous sommes un syndicat qui d'ailleurs est présent dans toutes les catégories de services que le CSA a déterminées, même si notre cœur de métier, ce sont les radios locales et régionales d'une part, et un certain nombre de radios thématiques et généralistes à vocation multiville, voire nationale. Ce secteur pèse aussi en termes d'emploi, puisque nous employons environ 2500 salariés, dont 500 journalistes, ce qui est près de la moitié de l'emploi dans le périmètre de la branche sociale de la radiodiffusion privée, qui, je le précise, ne contient ni les radios généralistes nationales, ni Radio France. Donc le secteur de la radio dans son ensemble est beaucoup plus vaste, mais néanmoins, à l'intérieur de cet univers qui regroupe toutes les radios, on va dire, issues de ce phénomène des radios libres, eh bien, nous représentons 40% à peu près de l'emploi. Au passage, je le dis, à peu près 40% de femmes dans les salariés de nos radios. Ça ne se voit pas beaucoup aujourd'hui. Il y a eu quelques remarques tout à fait justifiées derrière nous, et c'est pour ça que je le relève, c'est-à-dire que peut-être l'extraordinaire représentation masculine que nous montrons devant vous et qui est représentative de la réalité dans les directions du secteur radiophonique aujourd'hui, c'est une illustration de ce à quoi on vous a invité, c'est-à-dire surtout ne changez rien, parce que notre secteur radiophonique s'est structuré pour l'essentiel il y a une trentaine d'années. Effectivement, il y a une trentaine d'années, cette préoccupation n'était pas dominante dans la société française, et puis il se trouve que la radio libre, c'était un peu comme aujourd'hui dans l'informatique. Il y a aujourd'hui dans l'informatique, notamment parmi les geeks, tout le monde le sait, une majorité d'hommes, même s'il y a plus de femmes sans doute que parmi nous aujourd'hui. Et la radio s'est constituée comme ça, autour de gens passionnés, qui sont toujours passionnés aujourd'hui, mais qui étaient des hommes et qui le sont restés. Si je m'appesantis un tout petit peu là-dessus, c'est que c'est une illustration visible d'une profession et d'un secteur et d'un média qui, dans l'ensemble, est assez satisfait de lui, on vient de l'entendre, et qui voudrait surtout que rien ne change. Mais à un moment donné, il n'est pas possible. Le projet de dire que rien ne doit changer, ça peut se comprendre à titre individuel, surtout quand on prend quelques années, et chacun on en prend une chaque année, mais ça ne peut pas être un projet de société, ça ne peut pas être un projet collectif, ça ne peut pas être un projet pour le média radio dans son avenir. Encore un ou deux mots pour situer notre secteur. Le secteur des radios indépendantes, c'est à peu près 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je pense d'ailleurs que les chiffres qui ont été donnés tout à l'heure par les uns et par les autres sont un petit peu contradictoires. L'ensemble du marché radiophonique au niveau national doit être compris comme étant à la fois celui de la publicité nationale, celui de la publicité locale, et puis il faut inclure les moyens que la collectivité met au service de Radio France, mais aussi, pourquoi pas, de France Média Monde, pour faire de la radio en France. Et c'est ça l'ensemble du paysage radiophonique, même si on se ramène, je viens de le faire d'ailleurs, à son propre secteur, on doit avoir aussi une vision d'ensemble du média, ce qui qualifie aussi son importance sur le plan économique. Et les 500 et quelques millions d'euros qui ont été cités tout à l'heure comme recette de la publicité radiophonique pour les radios privées, c'est seulement le marché national. Heureusement, il y a aussi un marché local qui pèse pour quelques centaines de millions d'euros. Notre souci en tant qu'éditeur de la radio, c'est qu'à la différence d'un certain nombre de nos confrères ici présents, nous sommes
essentiellement monomédia, c'est-à-dire que nous sommes développés, nous vivons dans l'édition du média radiophonique. Et nous n'avons pas forcément, comme la plupart de ceux qui sont ici, une présence multimédia et notamment une activité dans le domaine de la télévision, qui fait sans doute pour certains ici relativiser la question de la radio, la question de son développement, de son avenir finalement, en se disant jusqu'ici, et ça a déjà été dit, jusqu'ici tout va bien pour l'essentiel, jusqu'ici pour l'audience, ça se maintient, jusqu'ici, quoique, ça se maintient à la baisse. Jusqu'ici, pour le chiffre d'affaires, ça se maintient, quoique, ça se maintient à la baisse. Mais finalement, est-ce que ce secteur radiophonique est l'élément stratégique essentiel de ceux qui se sont exprimés au nom du bureau de la radio, s'agissant de leurs entreprises, qui sont des entreprises plus vastes, qui sont des entreprises nationales ou multinationales, et qui sont des entreprises plurimédia, multimédia, pour lesquelles la radio est aujourd'hui un secteur dans lequel il n'est pas tellement question d'investir. On l'a entendu. Voilà, donc ça c'est l'introduction un peu générale. S'agissant des sujets qui ont été évoqués jusqu'à présent par nos confrères, je vais laisser, je le propose, s'exprimer aussi Mathieu Quetel et Tarek Mami. Juste un mot sur la RNT. J'ai entendu dire que finalement, le cadre réglementaire et législatif et la régulation, je pense aussi, c'était englobé dans ce qui a été dit par Denis Oliven ou Christophe Baldelli. Finalement, c'est pas si mal et il faudrait les laisser pour l'essentiel en l'état. J'ai cru comprendre d'ailleurs aussi que pour les quotas de chansons francophones, c'était plutôt la suggestion laissons en l'état. En tout cas, ne les alourdissons pas. Et là-dessus, évidemment, on est d'accord pour des raisons qu'on pourrait développer avec eux. Mais j'aurais tendance à dire un peu chiche aussi pour la RNT, puisque la RNT est inscrite dans la loi depuis 2007, qu'à plusieurs reprises, il a été plus ou moins suggéré au Parlement de la retirer, comme ça a pu être fait pour d'autres projets qui ont concerné l'audiovisuel, comme la télévision mobile personnelle, par exemple. Et à ma connaissance, jusqu'à présent, le Parlement n'a pas souhaité effacer la RNT des missions qu'il a confiées au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Au contraire, puisque quand le CSA a préparé son rapport qui a été rendu en janvier dernier, évidemment, il s'est intéressé à l'avis des deux chambres du Parlement. Et dans l'ensemble, les messages qui lui ont été adressés, c'était plutôt il y a une loi, appliquée-la. Eh bien, il y a une loi. Patrice Gélinet nous a dit tout à l'heure qu'il avait l'intention, lui, et au nom du Conseil supérieur de l'audiovisuel, de lui donner une certaine application selon un certain rythme dont on n'en a pas encore parlé, mais il sera possible de parler tout à l'heure. Eh bien allons-y. Et s'il y en a qui n'y croient à ce point pas, eh bien qu'ils regardent ce qui va se passer, comme ils ont regardé en 1980, enfin certains qui étaient déjà là ou leurs prédécesseurs, comme en 1981, ils ont regardé l'éclosion des radios libres sans y croire, jusqu'au moment en 2006 ou 2007 où il a fallu un décret du gouvernement pour leur accorder d'un seul coup des centaines de fréquences parce que les radios libres avaient pris leur envol. Merci, Monsieur Gault. Monsieur Quetel. Merci, Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. D'abord, merci de votre présence extrêmement fournie pour un sujet, la radio, qui d'habitude ne retient pas tant que cela l'attention des parlementaires et nous tenons à vous remercier pour votre présence. J'ai envie de dire, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, que nous avons besoin de vous. Nous représentons les TPE et les PME de la radio. Nous représentons ceux qui, à travers les territoires, animent l'information locale, régionale, font que des activités économiques peuvent se développer partout en France dans les territoires, font également que des associations peuvent mener des activités, peuvent animer les territoires, pour certaines d'entre elles d'ailleurs permettre à des villages de rester actifs et de continuer de se développer. Et nous avons besoin de vous parce que nous manquons de fréquences et que nous sommes en danger. Pourquoi sommes-nous en danger? Parce que vous pouvez imaginer que lorsque des représentants de grands groupes nationaux ou multinationaux disent que l'activité économique qui est la leur pointe vers le bas, on nous a annoncé un chiffre de 17 voire de 18% de baisse de chiffre d'affaires en 6 ans, vous imaginez pour les challengers que nous sommes, les invisibles que nous sommes, à quel point le danger est important. Or, nous sommes face aux mêmes enjeux que nos concurrents nationaux.
la mutation numérique, la baisse progressive de l'audience. Parce que si on nous cite novembre-décembre 2014 comme exemple, il serait peut-être judicieux de regarder les grandes lignes sur les saisons complètes de radio pour voir quelle est l'évolution du média et au sein de l'audience des radios, voir la différence d'audience en fonction des tranches d'âge, qui peut également nourrir la réflexion pour se dire que le média est déjà face à une mutation technologique, numérique, qu'il a à relever. Alors imaginez le retard que nous avons, nous, en termes de couverture du territoire, face à ces enjeux économiques, numériques, de transition que nous avons à gérer. Nous avons besoin de vous pour accompagner le CSA dans un chemin qui permettrait à nos radios, dans le cœur de business, qui a été très bien décrit par nos confrères nationaux, j'ai envie de dire que sur ce point-là, je n'ai rien à ajouter. Dans l'AFM, nous avons besoin, nous, PME, TPE de la radio, d'obtenir des fréquences pour nous permettre d'engager la mutation numérique et technologique de nos entreprises. Parce que nous sommes en retard et parce que nos chiffres d'affaires aujourd'hui sont en danger. On saluait tout à l'heure, l'un des précédents intervenants, la diversité, le pluralisme de notre paysage. Oui, c'est une force de notre paysage radiophonique aujourd'hui. Il est pluriel, il est divers, tant en ce qui concerne les programmes que les différents acteurs qui éditent des radios. Mais il est en danger aujourd'hui. Et c'est là que nous avons, encore une fois, besoin de vous. Je vais vous donner un petit exemple. Ce matin, sur Twitter, j'ai échangé avec un de nos adhérents qui me reprochait de ne pas être invité autour de cette table ronde, à laquelle, bien entendu, Madame la Présidente, nous ne sommes pas la puissance invitante, nous ne sommes qu'un syndicat. Et non, Radio Nova n'est pas adhérent du CIRTI. Je pensais à Sud Radio, qui est l'une des radios généralistes en France et qui, comme je disais tout à l'heure, est invisible. On n'en parle pas. Or, nous sommes conscients de sa difficulté, c'est qu'aujourd'hui, Sud Radio n'est pas présente sur l'ensemble du territoire, au contraire de ses consoeurs. Et ça traduit bien la situation de l'ensemble de nos adhérents, qui sont en situation de déficit concurrentiel. Enfin, je voulais parler 2 minutes de la RNT et dire que pour nous, la RNT n'est pas le seul chemin de la numérisation de la radio, bien entendu. Il ne s'agit pas d'opposer l'IP, la RNT, voire même la FM. La RNT est l'une des voies de la numérisation de la radio. Et moi, j'aimerais bien qu'on m'explique, aujourd'hui, toujours pour nourrir la réflexion, quand on voit qu'aux États-Unis, à l'heure des prime time, c'est-à-dire le matin et le soir en ce qui concerne Netflix, un seul opérateur, Netflix, prend 35%, occupe 35% de la capacité d'Internet aux États-Unis, au moment des prime time. J'aimerais qu'on m'explique demain, lorsque nous aurons favorisé l'IP à tout va, lorsque nous aurons perdu l'AFM, parce que l'AFM, elle porte en elle également un certain nombre d'inconvénients par rapport à la RNT, notamment la qualité du son, etc. J'aimerais savoir comment nos radios vont négocier leur présence sur Internet. J'aimerais savoir quand la neutralité du net sera vraiment remise en cause, parce que nous y allons. Comment nous allons garantir à nos TPE, à nos PME, une présence en équité avec les grands réseaux, qui d'ailleurs ne seront probablement plus français. Les GAFA auront déjà fait leur travail. Observez ce qui se passe dans la presse magazine, ça a été annoncé tout à l'heure. Regardez aujourd'hui à qui appartient les grands titres de la presse française magazine. En quelques mois, y compris certains titres de la presse nationale d'ailleurs, en quelques mois, les éditeurs ont changé. Une étude de scientifiques de l'université de Birmingham a été publiée la semaine dernière et elle annonce un capacity crunch pour Internet pour 2023. Je ne sais pas si cette étude se vérifiera, j'espère que non. Mais là encore, j'aimerais qu'on m'explique, à partir du moment où on fait le pari du tout IP, comment nous, challengers, j'imagine que les grands groupes ont déjà réfléchi à cela, ils ont les réponses à tout cela, mais nous, en tant que TPE-PME, nous sommes légitimement en droit de nous interroger. Alors oui, mesdames les sénatrices, oui, messieurs les sénateurs, nous avons besoin de vous pour nourrir la réflexion, nous accompagner. Nous savons qu'ici, au sein de cette haute assemblée, le temps de la réflexion n'est pas le même qu'ailleurs. Et nous comptons vraiment sur vous pour que l'industrie radiophonique dans son ensemble puisse négocier cette mutation technologique dans les meilleures conditions possibles. Merci de votre attention. Merci Mathieu.
Monsieur Kettel, donc, dernier orateur pour le CIRTI. Merci, Madame la sénatrice, Monsieur le sénateur, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Il y a 5 ans, vous organisiez une table ici sur le même sujet, la RNT. La question, c'était que faire face à la RNT. 5 ans après, nous sommes ici pour parler RNT, et la question n'est plus que faire, mais comment faire la RNT dans notre pays. Je n'aurai pas beaucoup de points à rajouter. Je ne vais pas mettre de qualificatif pour la présentation de M. Gélinet, pour qu'on ne dise pas il va dans son sens, ou M. Gélinet va aujourd'hui dans le sens des CIRTI. Donc, dans l'introduction de M. Gélinet. Nous reprenons donc nos arguments, les arguments de M. Gélinet de Conseil des CSA à notre compte. Nous y rajouterons quelques points, très vite. Nous sommes au Sénat, là où la loi s'écrit aussi. Nous avons un bel article de loi, dans la fameuse loi de 1986, qui parle, lorsqu'il s'agit d'attribution de fréquences pour les radios indépendantes, adhérentes du CIRTI, de juste équilibre. Si on pose, Madame la sénatrice, Monsieur le sénateur, chers collègues, à quelqu'un dans la rue, j'aime les images, c'est ma nature, vous avez 5 pommes sur une étagère et vous devez les repartir avec le sens d'un juste équilibre. Aucun citoyen de ce pays ne prendrait 4 pommes pour les donner à une personne, à un groupe de personnes, à une seule pomme pour tous les autres, 150 adhérents au CIRTI. C'est le résultat du juste équilibre aujourd'hui. Ce juste équilibre fait que sur 5 fréquences privées, 4 vont au bureau de la radio, 1 va aux 150 radios indépendantes. Ceci pour le cadre juridique et pour ceux qui disent, surtout, ne touchons à rien, ne bougeons pas, parce que comme l'a dit un excellent deuxième représentant du BLR, une phrase est terrible, la réalité est devant nous et nous pourrions, nous aussi, produire des manifestations pour dire que le juste équilibre, c'est au moins 2 sur 3. Et comment faire, Madame la sénatrice, Monsieur le sénateur et Monsieur le législateur, pour que dans la loi, vous introduisez une cossédie qui précise que juste équilibre, ce n'est pas 1 sur 5, pour que le CSA dise ce n'est pas 1 sur 5. La deuxième cossédie peut se retrouver dans l'article 80 de la loi, qui attribue aux radios associatives, et c'est une bonne chose, une proportion qui a été traduite au Conseil d'État par 25% des fréquences qui sont attribuées, entre 20 et 25, qui vont aux radios associatives. Imaginez une nouvelle cossédie qui donne encore 25% aux radios indépendantes. Là, on viendra vous voir pour vous dire on a trop touché à ce cadre, il ne faut plus y toucher. Donc, nous n'en faisons pas une revendication, nous en faisons une illustration de compréhension de ceux qui ont et de ceux qui n'ont pas. Ceux qui ont un quasi-monopole sur les fréquences privées et donc sur la recette commerciale qui va avec, bien sûr, ce langage, c'est d'être un langage, excusez, chers collègues, l'expression, un langage conservateur. C'est à nous, on le garde. Je croyais qu'on était dans une société qui est construite aujourd'hui économiquement, politiquement, idéologiquement, sociologiquement sur la concurrence. La concurrence, c'est que le meilleur gagne. Et les radios CIRTI gagnent et marquent des points. Donc, si je peux me permettre, c'est une aussi des raisons qui nous amènent à demander plus de RNT. Certaines de nos radios sont sur leur zone en tant que radio locale, première sur leur zone, face y compris aux radios nationales. La concurrence paye. C'est à ce titre que nous voulons la RNT. Un chiffre a été donné. La RNT est en Angleterre, grand pays de la RNT depuis 20 ans, et elle ne fait que 48%. Non, ce n'est pas beaucoup. Parce qu'en face, l'IP a combien d'âge? Qui c'est qui peut nous dire depuis quand nous diffusons les uns et les autres sur l'IP? Ça fait, Madame la sénatrice, 25 ans. C'est-à-dire 5 ans de plus, cher Michel, que la RNT. Nous sommes à combien d'audience sur cette radio IP en France? On est à 15%. 11,1. Bon, je suis généreux. Donc, est-ce qu'on préfère 20 ans et 48
ou 25 et 11. Le choix, il est aussi là. Après, chaque entreprise est bien sûr libre d'y aller ou d'y pas aller. Excusez-moi, je n'ai pas ricané ni rigolé quand j'ai entendu les introductions des uns et des autres. Ce que je dis sur ce point, j'en termine. Alors, je termine. Alors, je rajoute 3 mots en chapitre. Il a été dit un mot sur la RNT, par nous tous. Il a été dit un mot sur Radio France et la publicité. Il a été dit un mot sur le quota. J'en rajouterai un 4e sans le développer. C'est la question de la concentration et des derniers calculs du CSA qui font perdre d'un coup une trentaine de millions d'auditeurs au groupe Énergie. Le dossier est pendant entre les mains de CSA au Conseil d'État, mais il faut aussi savoir que ça existe. Et peut-être un vraiment dernier mot. Effectivement, les radios indépendantes ont besoin de législateurs pour regarder peut-être 2 points, ce point de juste équilibre et ce point de 20% d'audience en RNT, parce que je vous rappelle, Madame la sénatrice, et vous êtes la meilleure connaisseuse de ce dossier, que dans la précédente version, c'était des années, c'était 2014, 2015, 2016, et maintenant c'est passé à 20%, et je vous remercie. Je vous remercie. Je vais passer la parole maintenant au président du syndicat national des radios libres, Monsieur Boutrin, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Et merci à Mesdames les sénatrices et Messieurs les sénateurs d'être présents et attentifs, beaucoup plus nombreux qu'il y a 5 ans, me semble-t-il. Et je m'associe à la remarque du CIRTI à ce propos. Un bref rappel de notre secteur dans la radiodiffusion privée. Notre secteur, c'est 45% des emplois sous le régime de la convention collective nationale de la radiodiffusion privée, c'est-à-dire à peu près 2400 emplois, dont 440 journalistes professionnels. Ce sont 620 très petites entreprises, une moyenne de 4 salariés et demi en équivalent temps plein, dont 580 ou 590 sont partiellement subventionnés, et j'y reviendrai, par le Fonds de soutien à l'expression radiophonique. Je dis bien partiellement subventionnés en contrepartie de missions de service public sur les territoires, qu'ils soient urbains ou ruraux. Nous fondons notre légitimité sur une appréciation unanime du législateur en 86, c'est l'article 29 et l'article 80, comme l'a rappelé très justement Tarek Mami. Article 29 avec en effet la possibilité pour la radiodiffusion non commerciale, la radiodiffusion du secteur de l'économie sociale, d'avoir une part significative des fréquences. Et c'est vrai que nous exploitons, de manière professionnelle, à peu près 900 fréquences sur les 7000 en France et dans les départements d'outre-mer. Votre audition publique est essentielle, à mon avis, en ce moment, sur la question de l'avenir de la radiodiffusion et notamment sur qu'est-ce qu'on va faire de la radio numérique terrestre. La radio numérique terrestre, d'abord, c'est une volonté du législateur. C'est 2007. C'est Madame Albanel qui disait en 2007, pour justifier de la présence de la radiodiffusion sur une nouvelle bande de fréquences qui lui était allouée, la bande 3, en dépit de cette richesse que tout le monde constate de la radio en France, de nombreuses radios bénéficient d'une couverture territoriale limitée et elles restent bloquées dans leur développement en raison de la pénurie de fréquences. C'est vrai que, d'ailleurs, ça se joue, ça se voit pour l'ensemble des catégories de radio, et chacun, j'y reviendrai, a sa légitimité en termes de développement, chacun ici en tout cas, a sa légitimité en termes de développement. Madame la ministre Albanel déclarait également « Le numérique est donc une formidable opportunité pour ce média, une opportunité qui est aussi synonyme de coût, et que le gouvernement portera une attention toute particulière concernant ce coût supplémentaire, mais on va voir qu'il n'est pas particulièrement excessif.
aux acteurs, aux plus petits acteurs du spectre et de la radiodiffusion. Alors c'est vrai que vous avez, Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, une occasion unique de donner un coup de pouce, si vous le souhaitez, au développement de ce média. De quoi parle-t-on? On ne parle pas d'une opposition entre la présence de nos productions sur Internet, notre utilisation des réseaux sociaux. Ça fait longtemps, et comme tous les acteurs autour de la tribune, qu'on utilise plus ou moins bien, c'est notre volonté, c'est la volonté de chaque éditeur, les plateformes Internet qui sont à notre disposition. On ne parle pas de ça quand on parle de radio numérique terrestre. On parle d'une nouvelle bande de fréquences sur laquelle nous pouvons ou pas, c'est-à-dire ceux qui sont volontaires, développer des services supplémentaires ou développer nos services. On ne parle de rien d'autre. Personne n'a parlé jusqu'à aujourd'hui de l'extinction de la FM pour ceux qui souhaitent y rester. Donc qu'est-ce que c'est que cette bataille de légitimité? Pourquoi ces légitimités qu'on a autour de ce cercle s'opposent alors qu'il n'y a aucune obligation et qu'ils peuvent se compléter? Parce que, et comme l'a dit très justement Mathieu Kettel dans son raisonnement macroéconomique, parce qu'il y a des légitimités essentiellement liées au financement, au modèle économique des radios commerciales nationales d'ailleurs, qui en effet voient sur une autre bande de fréquences pouvoir se développer des acteurs concurrentiels. Ça, c'est exactement ce qu'on a vécu depuis 1981. Et puis, chacun trouve progressivement un modèle économique qui permet de s'installer, qui ont permis de s'installer sur la FM, à tout le monde, et c'est une bonne chose, et qui permettent aux acteurs qui souhaitent se développer, y compris aux nouveaux acteurs, car comme le disait Mme Albanel, il n'y a plus de possibilité pour de nouveaux acteurs créateurs de richesses et d'emplois dans la filière de la radiodiffusion, il n'y a plus de possibilité de se développer sur la FM. Et je parle bien ici d'une filière créatrice d'emplois. On ne parle que de ça. Il n'y a pas, Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, il n'y a pas d'opposition entre un modèle sur IP, qui est d'ailleurs différent entre tous les acteurs ici présents. Il y en a qui jouent beaucoup plus dessus, d'autres moins. Il n'y a pas d'opposition. On parle ici de diffusion numérique et, comme le disait Madame Albanel, de diffusion enrichie par rapport à un mode d'écoute, Madame la Présidente, un mode d'écoute en FM qui commence à se scléroser pour des raisons que vous avez rappelées, Madame, et qu'a rappelé Monsieur Gélinet, c'est-à-dire que la radio numérique permet des fonctionnalités en termes de qualité d'écoute, en termes de données associées, un peu meilleur, bien meilleur, ou un peu plus ou moins, c'est au choix de chaque éditeur, que la radio en FM. Et ça correspond, vous le savez, à des nouveaux modes d'écoute des jeunes générations. On le sait tous, hein, on va pas ça correspond, la RNT correspond à une adaptation de la FM, à des modes d'écoute mieux, qui répondent mieux, qui répondent mieux aux jeunes générations, hein, par une interactivité, par des données associées, par une possibilité d'avoir, par exemple, des émissions en replay ou podcastées, enfin bref. Pourquoi les acteurs de la télévision ont eu tout un soutien, de la part d'ailleurs de tout le monde ici, hein, et de l'État et du gouvernement sous la mandature du président Chirac, alors que les acteurs en radiodiffusion sont freinés, ça traîne, et ça traîne depuis 2007 d'une manière inacceptable. Inacceptable. Pourquoi? Ils sont sur IP aussi. Ils ne contestent pas l'IP. Ce qu'a dit Mathieu Kettel, je voudrais qu'on le note. Si les broadcasters que nous sommes, télévision ou radio, si les broadcasters, les éditeurs que nous sommes, petits ou grands, associatifs et commerciaux, si nous ne renforçons pas notre présence
sur la diffusion terrestre, qu'elle soit numérique ou analogique. Il ne s'agit que de ça. Nous allons perdre toute capacité de négociation avec les opérateurs télécoms et les fournisseurs Internet pour intégrer les plateformes de diffusion Internet. Nous n'avons aucun autre moyen pour défendre nos 7000 emplois, car si, et vous le savez, mis à part quelques acteurs éventuellement qui auront eu la chance de négocier sur les plateformes Internet, sur les bouquets, nous n'aurons aucun autre moyen de valoriser notre travail et nos productions audio, y compris le service public, si nous stoppons, si nous nous sclérosons sur la bande FM et si nous n'acceptons pas, si vous ne nous aidez pas à nous accaparer et nous installer dans notre diversité, grands éditeurs et petits éditeurs, sur une nouvelle bande de fréquences qui correspond aux nouveaux usages qu'est la bande 3 pour la radio numérique terrestre, Madame la Présidente. J'ai 3 préconisations comme ça, j'y reviendrai bien moins tout à l'heure, si vous le permettez. Les autres orateurs, le temps passe. Je n'ai pas été très long. Et il s'exprimer. Merci. Non, Madame, je vous remercie. Il n'y a qu'un seul intervenant pour les radios associatives. Je salue dans la salle la présence du président de la Confédération nationale des radios associatives, nos confrères. 3 préconisations. Le service public européen, le BU, l'UER, l'Union européenne de la radiodiffusion, a lancé en février une opération à laquelle, malheureusement, le groupe Radio France ne participe pas, mais j'y reviendrai, parce qu'il suffit de lui demander pour qu'il le fasse et surtout lui donner les moyens de le faire, qui s'appelle Smart Radio. Smart Radio, c'est très simple. C'est que, vous savez que depuis quelques années, les fabricants de smartphones, notamment, n'intègrent plus la possibilité automatique, comme c'était dans le temps sur les vieux téléphones, vous avez un vieux téléphone, n'intègrent plus la possibilité de capter l'hertzien, qu'il soit d'ailleurs en FM ou qu'il soit on est d'accord Michel, ou qu'il soit en bande 3. Ils ne veulent pas. Alors qu'est-ce qu'a fait les services publics au plan européen? Allemagne en tête, BBC Angleterre en tête, la Suisse bien sûr. Eh bien, ils lancent une initiative de lobbying pour tenter de convaincre les législateurs européens souverains, d'imposer, on va dire, parce que c'est ça aussi la volonté industrielle pour protéger une filière, d'imposer aux fabricants de smartphones de réintégrer les puces permettant de capter l'hertzien. C'est l'initiative Smart Radio, je vous demande de bien vouloir la noter, l'initiative Smart Radio à laquelle nous nous sommes associés, et le CIRTI également, me semble-t-il, où tous les services publics s'associent pour tenter ce lobbying de la dernière chance. Alors vous vous rendez compte d'ailleurs, pour en arriver là, ça veut dire que quelque part, les opérateurs de télécom et les fournisseurs d'accès Internet ne veulent pas de la diffusion hertzienne pour nos métiers, celle d'éditeurs. Et j'attire votre attention, mesdames, messieurs, j'attire votre attention, éditeurs, c'est qu'il y a manifestement un piège dans lequel il ne faut pas tomber. C'est le premier élément. Deuxième élément, c'est le financement du simulcast. C'est vrai, Madame la Présidente. Les radios associatives sont relativement financées sur des fonds publics du ministère de la Culture. Ce n'est pas extraordinaire, mais c'est déjà pas mal. Et il faut financer la double diffusion. Donc il faut un soutien à la double diffusion. Mais ce soutien, il est extrêmement limité. Vous savez, c'est quelques dizaines de milliers d'euros par an sur 5 ans pour les nouveaux éditeurs, et on parle de quelques dizaines d'éditeurs en fonction du calendrier de déploiement. Il s'agit de 200 000 ou 300 000 euros par an. Les choses ne sont pas excessives, ne sont pas dramatiques. Remettons, voilà la seule chose que nous demandons, mais ça demande un geste fort du gouvernement. Et troisième chose, madame, et j'en arrêterai là, c'est que la TNT a bénéficié, en dépit de l'opposition de certains gros opérateurs au début, la télévision a bénéficié d'une communication extraordinaire autour de la TNT, puisque chez les personnes âgées, notamment, il y avait même des démarcheurs qui allaient vendre le passage à la TNT. Enfin, c'est incroyable, il y avait 200 millions quand même. On ne demande pas autant. Mais il y avait une volonté politique de la mutation du média, qui se justifiait, certes, économiquement, avec des résistances, un petit peu les mêmes qu'aujourd'hui. Puis ensuite, ça a basculé, tout de suite, ça a basculé. Pourquoi? Vous le savez, on regarde tous la TNT, programme enrichi, voilà.
Pas de problème. Donc, faisons la même. Donnons-nous les moyens, Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, donnons-nous ensemble les moyens de réussir cette mutation et d'aller sur cette nouvelle bande de fréquences qui n'empêche absolument aucun éditeur à rester en FM. Donnons-nous les moyens d'aller sur cette nouvelle bande de fréquences. Le CSA a commencé, 101 éditeurs ont commencé. Et ils ont du courage, madame, il y en a qui sont en train de fermer. Depuis 1 an, donc depuis le 20 juin, ils ont commencé à émettre. Ce sont des emplois qui sont à la clé. Alors, je ne dis pas que c'est des milliers d'emplois. Ce sont des dizaines et des dizaines d'emplois, en revanche. Et je ne sais pas comment ces gens-là tiennent. Ce sont notamment les radios commerciales. Ces gens-là, ce sont des héros. Donc, les radios associatives sont relativement financées. Laurence Franceschini avait promis le financement à l'installation au même titre que les radios FM. Elle l'a fait et nous l'en remercions infiniment. Elle l'a fait. Donc, une dizaine d'acteurs arrivent à tenir le coup, mais les autres, ça commence à traîner. Un geste fort, une volonté politique forte pour maintenir et développer nos emplois dans cette filière. Est-ce que ce sera le mot de la conclusion, Monsieur Boutrin? Merci. Merci. Pierre Bélanger, président de Skyrock. Bonjour Madame la Présidente, bonjour Mesdames et Messieurs. Donc après le temps des problèmes, voici venu le temps des solutions. Merci d'avoir organisé cette réunion. Nous avons, comme chacun l'a rappelé, une belle industrie, un paysage radio qui, avec l'Italie, est un des plus intéressants et un des plus dynamiques d'Europe. Et c'est vrai que nous sommes tous aujourd'hui soumis à la confrontation de ce nouveau monde qui est le monde numérique. Alors c'est un nouveau monde depuis 25 ans, mais c'est un monde dans lequel nous sommes comme un aquarium, qui est l'aquarium de notre nation, plongé dans l'océan numérique, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Alors c'est quelque chose qui n'est pas lié simplement à l'univers de la radio. Comme notre pays n'a pas de souveraineté numérique, c'est-à-dire pas de maîtrise de son destin sur les réseaux informatiques, et vous avez publié là-dessus un rapport visionnaire et novateur, nous sommes dans une situation où l'inégalité de concurrence est chaque jour plus flagrante. Et donc, il nous est demandé de respecter des règlements d'aquarium alors que nous sommes plongés dans un océan. Il nous est demandé de respecter des règles qui, aujourd'hui, sont chaque jour, je dirais, de plus en plus inéquitables, puisque nous sommes dans un nivellement de concurrence qui fait que nos concurrents n'ont ni les mêmes règles, ni les mêmes lois, ni la même fiscalité, ni les mêmes modes de financement. Donc ça, c'est un problème qui n'est pas celui de la radio, c'est celui de toutes les industries. Et vous feriez ici une conférence, bon, on a connu le problème des taxis, mais vous aurez demain les pharmaciens, vous aurez bien entendu tout le domaine de l'hôtellerie qui a déjà commencé à être étudié, mais toutes les branches d'industrie aujourd'hui sont soumises à cette carence de souveraineté numérique qui est une des principales plaies et un des principaux risques économiques, risque de sécurité nationale, risque sur nos économies. Alors pour revenir au secteur de la radio en particulier et se mettre du côté de l'auditeur. Vous êtes un auditeur aujourd'hui, vous avez en fait 2 modes d'accès à la radio. Vous avez un mode d'accès qui est inégalitaire et gratuit. Alors quel est ce mode d'accès inégalitaire et gratuit? C'est la FM. Gratuit parce qu'il y a plus d'une centaine de millions de récepteurs, parce que, bon, il faut bien sûr changer les piles, il y a l'alimentation électrique, mais enfin on a quand même cette alimentation, cette possibilité d'écouter, mais inégalitaire parce que sur le territoire, et tous nos groupes, et ça a été rappelé autour de la table, parce que grosso modo, tous mes chers confrères, ils ont tous raison. C'est un grand problème. C'est-à-dire que certes, il y a des divergences, mais tout le monde a raison et tout le monde est dans cette même vision de service à l'auditeur. Et qu'est-ce que nous disons tous? Ben oui, il y a un problème de distribution de nos programmes. Et il y a un vrai problème d'inégalité sur la distribution FM. Aucun de nous n'est content. Et ce qui nous rend parfois heureux, c'est de dire « Ah ben j'ai quelque chose que l'autre n'a pas » et ça crée une sorte de bonheur pervers. Mais en réalité, nous souffrons tous d'une inégalité de couverture, mais c'est surtout les auditeurs qui en souffrent. Lorsqu'on regarde sur les territoires,
l'accès à la diversité des programmes, on constate des inégalités flagrantes qui ne sont pas couvertes, y compris pour le service public, qui ne dispose pas de la couverture que son cahier des charges lui mériterait d'avoir. Donc l'AFM inégalitaire et gratuite. Un deuxième mode de diffusion qui lui est égalitaire, puisque effectivement on peut y avoir accès avec son ordiphone par tout moyen, à peu près partout, et les taux d'équipement aujourd'hui font que quasiment toute la population dispose de ces terminaux et que, bon, effectivement, dans sa bulle Wi-Fi, on est parfaitement capable d'y avoir accès. Donc c'est très égalitaire, c'est sur tout le territoire, c'est la zone de couverture des télécoms avec de moins en moins de zones blanches, mais en revanche c'est payant. C'est payant parce que dès que vous sortez de votre bulle Wi-Fi, il faut payer, et c'est pris sur le forfait data. Alors vous savez que les télécoms ont inventé quelque chose de formidable, une expression qui est illimitée jusqu'à. Et que donc par conséquent, vous êtes sur votre forfait illimité jusqu'à 2-3 gigas. Et quand vous écoutez la radio, et la radio c'est la mobilité en dehors de votre bulle, eh bien vous commencez à payer. Donc deux modes de diffusion qui sont aujourd'hui des modes de diffusion imparfaits pour la radio. Rappelons toujours que cette radio est plongée dans un monde d'inégalité de concurrence du fait de l'absence de souveraineté numérique, et donc deux modes imparfaits qui nous feront souffrir. Quelles sont les solutions aujourd'hui? Alors il y a des solutions. Voilà, donc commençons par les solutions, parce qu'on a parlé plein de problèmes, mais il y a quand même des solutions. Première solution, c'est pour l'AFM. Continuons à avoir cette grande et belle FM gratuite et si robuste et qu'on entend un peu partout et si bien, au sens, c'est un très bon signal, c'est une très belle qualité de signal, la FM. Bon, mais rendons-la égalitaire. Donc le CSA a lancé une consultation pour une refonte du plan de fréquence au niveau national. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des systèmes d'empilement, d'attribution et de travailler de plus en plus en interstitiel, la possibilité nous est donnée d'une refonte nationale des plans de fréquence. Bon. C'est un choix, c'est une possibilité qui est aujourd'hui offerte au Conseil après une consultation. Les différentes démonstrations et les différents projets qui sont à l'œuvre, et un certain nombre de projets ont été soumis en ce sens, permettraient d'avoir une couverture égalitaire des territoires par une réforme globale et nationale des plans de fréquence. Elle est devant le CSA a la capacité de le faire, et je pense que le CSA devra s'expliquer s'il ne le fait pas. Mais en tous les cas, aujourd'hui, il y a des solutions techniques, même si elles nécessitent des efforts logistiques importants, pour avoir une couverture égalitaire et gratuite du territoire en FM. L'IP. On voit bien qu'il y a une opposition entre la RNT et l'IP. C'est ce qu'on nous oppose. Quelle est cette opposition? Et là aussi, je dirais que mes confrères ont raison. Mes confrères qui défendent la RNT disent « Nous ne pouvons pas nous mettre dans des mains d'opérateurs de télécommunications ». Ça, c'est un argument étrange puisque beaucoup sont déjà diffusés par des opérateurs de diffusion. Mais il y a quand même cette idée de dépendance et l'idée de dire, voilà, nous avons quand même quelque chose qui est formidable dans la RNT, c'est de la radiodiffusion. La radiodiffusion, ça veut dire que vous avez un émetteur et vous avez un ensemble de gens qui peuvent se connecter librement ou non. Ce principe de la radiodiffusion, il est au cœur de notre métier parce que c'est lui qui fait cet accès libre et ce qui fait aussi cette richesse de la radio. Donc il y a une vertu à la RNT, c'est la radiodiffusion. Et puis il y a l'IP. Le monde IP, c'est le monde dans lequel nous allons tous vivre, c'est le monde des réseaux. Tout ce qui se crée en dehors de l'IP est mort. Je veux dire, aujourd'hui, si on lançait le CD, par exemple, on l'appellerait probablement le DCD. Parce que ça n'a plus de sens. Aujourd'hui, tout ce qui n'est pas IP n'a aucune espérance de vie. Et donc, il faudrait passer par les réseaux télécoms, exclusivement. Passer par les réseaux télécoms, c'est effectivement une facture de bande passante qui va être croissante dans des conditions que nous ne connaissons pas. Et c'est vraiment le dilemme que nous vivons aujourd'hui. Peut-on en sortir? Oui. Et d'ores et déjà, des expérimentations et des solutions ont été trouvées avec une norme que j'appellerais la RNT-IP. Donc je marie les deux mondes. La RNT-IP, c'est la possibilité de radiodiffuser de l'Internet. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que lorsque vous avez votre ordiphone, en français smartphone, lorsque vous avez votre ordiphone et que il y a plusieurs personnes ici qui veulent écouter le même programme et que vous faites une requête par rapport à une cellule de radiotéléphonie, cette cellule, au lieu d'envoyer 3 flux séparés à chacune des personnes qui demandent le même programme, va se mettre en radiodiffusion. Et donc cette faculté des réseaux de télécommunications mobiles d'avoir accès à la radiodiffusion, c'est une faculté qui existe depuis la norme 3G. Cette norme s'appelle EMBMS, en français IP hertzien. Nous avons déjà fait présenter aux assises de la radio avec Orange, avec Alcatel, Lucent et nous-mêmes, démontrer que ça fonctionnait bien. Nous venons de demander au CSA, et semble-t-il c'est en bonne voie, la faculté de faire une expérimentation en associant un émetteur RNT parce que nous croyons à la RNT, mais laquelle RNT? La RNT d'Aquarium, c'est pas la peine. Mais la RNT IP, oui, nous avons besoin d'avoir nos propres émetteurs de radiodiffusion sur le territoire, sur un certain nombre d'agglomérations qui vont émettre en RNT, mais et en DAB, en DAB+, ou ce qu'on veut. Hein, ça, c'est les normes. Mais on peut émettre au protocole IP. Et c'est ça la voie qui va nous guider tous et qui va tous nous rassembler. Alors moi, j'étais contre la RNT dès le départ. J'ai dit, voilà, c'est une impasse. Vous avez inventé le droit d'aller dans le mur. Ça n'a aucun intérêt. Donc, pourquoi? Parce que je considérais que tout ce qui se faisait à l'extérieur des réseaux IP était compromis. Et effectivement, j'étais dans une logique qui était IP. Mais j'entendais mes collègues qui me disaient, mais attention, tu mets en danger un certain nombre de vertus de la radio, qui sont des vertus fondamentales. Et c'est quand j'ai vu qu'il existait cette norme qui a d'abord été développée par Verizon et Qualcomm aux États-Unis. Alors pour ceux qui sont américanophiles, ça s'est fait aux États-Unis. Voilà, vous pouvez le faire en France, ça s'est fait aux États-Unis, vous êtes rassurés. Bon. Mais on a aujourd'hui la possibilité de marier les mondes, celui de la radiodiffusion et celui de l'IP. Nous espérons avoir cette autorisation d'expérimentation du CSA sur Paris. Nous espérons qu'elle intéressera nos collègues. Nous pensons aussi, après en avoir parlé avec certains collègues, qu'il y a là un champ à la fois d'économie, c'est-à-dire une meilleure diffusion, une indépendance, parce que nous conservons sur des grandes agglomérations notre faculté d'émettre par nous-mêmes, un mariage entre nos propres émetteurs IP et les réseaux de télécom qui assurent une formidable couverture, la possibilité pour les puces des terminaux d'associer à la fois le signal IP radiodiffusé et la FM, et un nouveau modèle économique qui fait que nous nous adressons à des groupes de profils identifiés et géolocalisés sur les terminaux, tout en respectant la vie privée, qui nous donnent des perspectives formidables. J'ai fait une conférence il y a quelque temps qui s'intitulait « La radio, c'est mieux qu'Internet ». Alors ça faisait sourire parce que tout le monde disait ah, « Internet ». Mais oui, la radio, c'est mieux puisque ça nous permet d'avoir la finesse et la précision d'Internet, mais sans mobiliser l'œil. C'est ce que les Américains appellent, pour ceux qui ne voient que par les États-Unis, « eyes free ». Voilà. C'est l'Internet, en fait, sans mobiliser les yeux. Et c'est ça, la radio de demain. La radio de demain, ça va être une radio absolument extraordinaire. Chacun a son poste radio avec lui, c'est le terminal mobile, et des possibilités d'adressage et de richesse de programmes qui sont phénoménales. Donc il faut nous aider à entrer dans ce monde. Pour entrer dans ce monde, il nous faut à la fois l'égalité en FM et la gratuité en IP pour les utilisateurs. L'égalité en FM, c'est la refonte du plan de fréquence qui est aujourd'hui à la main du Conseil. Le Conseil aura beaucoup de difficultés à la mettre en œuvre parce qu'on lui dira que c'est impossible, etc. Mais j'ai vu le Conseil avec la TNT résoudre des impossibilités, y compris des oppositions, avec des oppositions d'opérateurs. Donc j'ai confiance dans le CSA pour bouger sur ce sujet. Et sur l'IP, effectivement, on a une possibilité avec l'IP hertzien de donner en fait à nos citoyens l'accès à tous les médias audiovisuels hors forfait. Voilà. Donc ça, c'était les deux solutions. Vous pouvez pousser à ces solutions. Il n'y a pas grand-chose à changer, mais il y a une incompréhension et une incitation. On l'a dit ici, nous avons des métiers qui sont à la fois solides et fragiles. Solides parce qu'ils tiennent le choc,
fragile parce qu'ils ne pourront pas le tenir toujours si le relais vers l'Internet et le numérique, où nous avons tous nos atouts, n'est pas concrétisé. Je vous remercie. Merci Pierre Bélanger. Mathieu Gallet, président de Radio France, pour conclure ces... Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les sénateurs, j'ai bien fait d'être là ce matin puisque j'ai l'impression que le service public a été particulièrement, en tout cas au cœur des préoccupations de mes camarades et non moins concurrents. Moi, l'avenir de la radio, je vais vous en parler à travers ses contenus, parce que je crois qu'on a beaucoup parlé de tuyaux, et ils sont effectivement très importants et ils contribuent largement à garantir la pérennité de la diffusion de la distribution de nos programmes. Et c'est peut-être aussi la singularité du service public, c'est d'être dans une économie de l'offre moins que dans une économie de la demande. Donc pour nous, à Radio France, l'avenir de la radio, il vise évidemment à préserver nos positions, voire à les renforcer, nos positions de groupe leader en matière de production radiophonique, dans la diversité de ce que nous pouvons proposer autour de nos 7 chaînes. Et je vois dans les différentes opportunités offertes par les nouveaux réseaux, d'une façon d'ailleurs assez agnostique pour ce qui me concerne. Voilà, je vois surtout des opportunités de pouvoir développer l'accès à nos contenus, à nos offres, et c'est aujourd'hui à travers ces contenus que nous construisons notre stratégie numérique. Notre stratégie numérique, elle s'appuie sur les atouts de Radio France, je l'ai dit, la diversité de nos offres, le fait que ce qu'on propose à Radio France, c'est justement la justification d'avoir un service public fort dans notre pays. Ce sont des contenus qui ne sont pas produits par le secteur commercial. Et donc aujourd'hui, le numérique, pour nous, doit être l'occasion de pouvoir rendre accessible au plus grand nombre ces contenus à travers une stratégie qui se décline en 4 piliers. Tout d'abord, ce que j'appellerais l'hyper-radio, c'est-à-dire autour de la chaîne, autour de l'identité, autour de la marque de cette chaîne, ces contenus où je veux, quand je veux, pour pouvoir développer autour de cette identité de chaîne, un univers numérique, un univers qui passe bien sûr d'abord par la FM, puisque c'est notre socle de base de diffusion, mais également qui se construit autour des réseaux sociaux, des applications, des différentes fonctions et usages qui aujourd'hui sont celles demandées notamment par les publics les plus jeunes. Et dans cette perspective, évidemment, le numérique, qu'il s'agisse de la RNT ou des protocoles Internet, permettent de pouvoir enrichir ce média radio. Je suis assez d'accord avec Pierre Bélanger pour dire que la radio, c'est mieux que l'Internet, mais nous sommes aussi dans une société de l'image, et je pense que la radio ne peut pas, et d'ailleurs tous les uns et les autres développons avec nos moyens respectifs une offre qui passe aussi par l'image, notamment pour pouvoir atteindre un public jeune qui, lui, est un public qui se construit dans cette société de l'image. Un deuxième socle de notre stratégie vise à renforcer tout le système d'écoute et de réécoute de nos programmes. L'usage premier reste l'écoute en temps réel. Et effectivement, le numérique permet de pouvoir écouter de façon différée. On le voit bien aujourd'hui avec les succès que nous rencontrons au niveau des podcasts. Il va de soi que les nouvelles technologies, et je suis d'accord avec ce qu'Emmanuel Boutrin a dit comme la RNT, permettent de pouvoir réécouter, d'avoir des écoutes différées, permettent aussi d'avoir une qualité de son probablement meilleure. Un autre axe de notre stratégie de contenu en matière de numérique, c'est la capacité de
pouvoir voir la radio. À certains moments, effectivement, on souhaite, même si le rapport intime, le rapport à l'imaginaire que nous avons avec la radio doit être préservé, et je pense qu'on est tous sensibles aussi à ce qu'on peut imaginer à travers une voix, on doit pouvoir voir et revoir nos programmes, et donc une partie de nos investissements vont dans cette captation en images et cette diffusion, notamment autour des réseaux sociaux. Un avant-dernier point, c'est l'information, puisque là aussi c'est une des singularités du service public. Nous faisons tous, pour les radios généralistes, de l'information, mais la particularité de Radio France est que nous sommes le seul groupe à avoir une radio d'information en continu, un secteur qui aujourd'hui est très concurrencé, l'information continue bien sûr, par les télévisions, mais aussi par l'Internet natif. Et aujourd'hui, nous souhaitons mettre un accent fort sur l'enrichissement de notre offre autour de France Info et de l'actualité en continu pour pouvoir permettre à nos auditeurs de s'informer dans le juste tempo de l'actualité à travers notre diffusion FM, qui est tout à fait imparfaite d'ailleurs, puisque France Info est diffusée que sur 280 sites, mais aussi à travers toute une stratégie sur le numérique, qu'il s'agisse d'informations en push, qu'il s'agisse de canaux supplémentaires qui pourraient venir enrichir le canal principal, pour pouvoir enrichir cette offre d'information en continu. Et puis, dernier point de notre stratégie d'offre numérique, c'est la musique, puisqu'elle est très présente à la radio, et je pense que pour toutes nos radios, et particulièrement à Radio France, nous disposons de 3 radios musicales, dont une seule réellement avec une couverture nationale qui est France Musique, donc sur la musique classique essentiellement. Et aujourd'hui, même si nous diffusons nos programmes sur un certain nombre de plateformes complémentaires, évidemment les plateformes comme Dailymotion, YouTube, nous avons aussi autour de nos 3 entités, nos 3 identités musicales, FIP, Move et France Musique, besoin de pouvoir renforcer ces identités, de les développer, et il nous semble que le numérique est là une bonne façon de compléter notamment l'offre à travers des web radios. Aujourd'hui, Radio France n'avait pas de web radio, et c'est les sujets sur lesquels nous travaillons, notamment pour FIP et pour France Musique. Enfin, le numérique va nous permettre, et c'est peut-être là aussi un point qu'il faudra trancher avec l'État et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, de pouvoir compléter un certain nombre de réseaux musicaux. Je pense notamment à FIP qui ne dispose que de 10 fréquences, ou à Move qui ne dispose qu'une 30aine de fréquences. Et là, peut-être effectivement que des nouveaux réseaux du type RNT, RNT-IP, voilà, moi je vous l'ai dit, je suis tout à fait agnostique sur ces moyens, sur ces tuyaux-là. Je n'ai qu'une préoccupation, et je pense que tout le monde en a conscience, particulièrement la représentation nationale, c'est celle du coût, puisque les moyens de Radio France, même si 600 millions d'euros, comme l'a dit Denis Oliven, représentent effectivement à peu près l'équivalent de ce que le secteur marchand de la radio a en recettes publicitaires. Ces 600 millions d'euros ont baissé depuis 2012 et sont stables pour les 3 prochaines années, ce qui oblige Radio France à faire des choix importants. Évidemment, je ne compte pas sur, et je vais répondre d'avance, sur la modification du cahier des charges qui date de 1987. Donc quand on dit que la réglementation change tous les ans, c'est peut-être pas tout à fait vrai pour Radio France, pour pouvoir compenser évidemment ce qui vient en moins des recettes de l'État, mais au moins pour ne pas voir ces recettes baisser et avoir un cadre juridique nous autorisant à faire de la publicité sécurisée pour pouvoir continuer à développer le service public de la radio. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Président. Je vous remercie les uns les autres de ces présentations assez exhaustives, mais en réalité c'était nécessaire parce qu'on a beaucoup de collègues aussi nouvellement élus qui découvrent le sujet. Nous-mêmes, nous apprenons encore beaucoup de choses. Je pense que Patrick Giner aura peut-être envie tout à l'heure de réagir au schéma proposé par
Pierre Bélanger, mais dans l'entrefaite, je voudrais vraiment donner la parole aux sénateurs. Je vais donner la parole à notre rapporteur Jean-Pierre Leleu et après, directement, dans la foulée, une prise de parole par groupe parce qu'il nous reste 3 quarts d'heure. Il faut qu'on les occupe utilement et efficacement.